Effectivement, je vais faire le départ de la présentation et ensuite de ça, mon collègue Jean-Frédéric Laprague, je m'excuse, Laprade, qui est donc un programmeur de l'espace IBMQ, va poursuivre et ensuite de ça, Dave Touchette, là, professeur du département d'info, va pouvoir compléter, là, je vous dirais, cette espèce de montée dramatique qu'on va vous présenter en programmation quantique aujourd'hui. Donc, si on part tout de suite avec donc le partage d'écran ici, un petit peu, peux-tu juste me dire, j'imagine que ça va être... OK. Donc, si je vais le temps que le partage se fasse, on est donc à l'intérieur de l'Université de Sherbrooke, il y a l'Institut quantique et à l'intérieur de l'Institut quantique, il y a un très gros projet qui a été lancé depuis quelques mois qui s'appelle l'espace IBMQ. Et c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des outils qui sont à la disposition des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et des étudiants de l'Université de Sherbrooke pour justement être capables de poursuivre la recherche et d'utiliser des outils, évidemment, à la fine pointe de la technologie. Donc, on est toujours en attente de la présentation. Ça ne devrait pas être très, très long. Est-ce que tu voudrais... C'est le bouton, un écran avec une flèche allant vers le haut. Oui, chercher, mais là, j'ai un petit problème de security et privacy. Est-ce que tu veux l'ouvrir sur ton écran? Puis regarde, on va le faire comme ça. Sinon, je peux l'ouvrir, moi, sur... Donc, ça ne sera pas très long, tout le monde. On vous présente ça dans quelques instants. Donc, mais qui arrive. Donc, on est actuellement dans une course à savoir sur lequel de nos deux portables il y aura la présentation d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui, de ce côté-ci. Donc, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Oui, OK, super. Donc, on va y aller avec ça. Donc, Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, si je vous fais un topo pour commencer de qu'est-ce que l'Institut quantique. Alors, l'Institut quantique, évidemment, c'est né du fait que, bon, non seulement on a connu une première révolution quantique avec, je vous dirais, l'arrivée des transistors, il y a maintenant une deuxième révolution quantique qui est en train de se jouer. Et la différence entre la première révolution et la deuxième révolution, c'est vraiment que la première, ça a été la compréhension des phénomènes quantiques. Donc, il nous a permis, donc, dans le savoir humain, de développer des technologies assez extraordinaires, puis d'utiliser ces technologies-là, évidemment, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones. Maintenant, c'est vraiment le contrôle des phénomènes quantiques qui est au cœur de la deuxième révolution quantique, donc au cœur, entre autres, des ordinateurs quantiques desquels on va parler aujourd'hui. Alors, un des freins qu'il va y avoir à cette deuxième révolution-là, c'est vraiment l'expertise qui est développée pour la comprendre, cette révolution-là, et pour comprendre les technologies qui en découlent. Donc, c'est non seulement la complexité du quantique qui est en jeu ici, mais c'est vraiment la compréhension de cette complexité-là. Donc, pour vous donner un exemple, il y a 2 ans, le New York Times titrait donc qu'il y avait une pénurie de talent en programmation quantique. Donc, il y aurait à peu près 1000 experts autour du monde capables de comprendre les ordinateurs quantiques. Bon, c'est des chiffres d'il y a 2 ans. Probablement qu'aujourd'hui, on a un peu plus élevé, peut-être à 2000, peut-être à 3000 experts partout dans le monde. Mais ça reste que ça vous donne un ordre de grandeur comparé à l'intelligence artificielle où il y aurait à peu près 25 000 personnes qu'on peut qualifier d'experts partout autour du monde là, en intelligence artificielle. Donc, l'idée de développer ce talent-là, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'Institut quantique. Et l'Institut, si je vous le présente,
Donc, c'est 200 membres à l'intérieur de l'univers de l'Université de Sherbrooke. De ces 200 membres-là, il y en a 150 qui sont de la communauté étudiante, incluant maîtrise doc, postdoc, et une trentaine de professeurs qui viennent de plusieurs départements. Donc, évidemment, beaucoup de profs du département de physique, mais également des profs en info. Donc, Dave Touchette qui est avec nous aujourd'hui, en maths, en génie aussi. Donc, vraiment des façons de voir le quantique, d'aborder le quantique qui sont pluridisciplinaires, qui viennent de différents milieux et qui font en sorte qu'on est capable de développer cette expertise-là à l'IQ. L'idée, je vous dirais, tout à fait dans la philosophie de l'Université de Sherbrooke, à l'IQ, on place les étudiants au centre de la recherche. Donc, on veut, à l'intérieur des cours de l'université, enfin de l'Institut, donner le maximum d'opportunités aux étudiants. Donc, que ce soit au niveau du bac, mais ensuite de ça, que ce soit au niveau de la maîtrise, du doc et du postdoc. Oui, il peut y avoir des carrières universitaires qui en découlent, mais on veut être capable de dire aux étudiants, bien, il y a des possibilités de travailler en entreprise, il y a des possibilités de démarrer vos propres entreprises également. Donc, on a toujours ça en tête. Si on regarde du côté de la recherche, les matériaux quantiques, c'est le premier axe de recherche. Je vous dirais, ça date de quoi, une quarantaine d'années dans le département de physique. Il y a eu une concentration, on a fait une spécialisation en physique de la matière condensée. Plus largement, on va dire matériaux quantiques, donc beaucoup les supraconducteurs, pour nommer ceux-là qui sont peut-être les matériaux quantiques les plus connus. Donc ça, c'est une quarantaine d'années de recherche. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, il y a aussi l'information quantique qui s'est ajoutée. L'information quantique, beaucoup du côté du hardware. Donc, Alexandre Blais, pour le nommer, c'est notre directeur scientifique à l'IQ. C'est un des co-inventeurs des qubits supraconducteurs qui est à la base de l'architecture des qubits utilisés dans les ordinateurs d'IBM, de Google, par exemple. Mais à l'IQ, il y a d'autres recherches sur d'autres types de qubits aussi, donc qubits de spin, entre autres, qui se font. Et je vous dirais, depuis plusieurs années, bien, il y a aussi un développement du côté des algorithmes. Donc, de plus en plus, on voit aussi une expertise qui se développe du côté algorithmie. Et donc, c'est le deuxième axe de recherche. Le troisième axe, c'est du côté du génie quantique. Donc, tout ce qui est l'appareillage autour des dispositifs quantiques, mais aussi tous les capteurs. Donc, tout ça, c'est un autre champ d'expertise qui est développé. Je vous disais, les étudiants, on les place au centre de la recherche. On veut ouvrir les horizons, les possibilités. Pour vous donner des exemples, il y a 4 entreprises qui ont démarré donc dans les dernières années qui viennent de l'Institut quantique. Les deux sur la gauche, SB Quantum et Qubix, c'est des entreprises qui sont en capteurs quantiques. Et vous avez Nord Quantique et Quantelechie qui sont du côté justement plutôt programmation quantique, du côté ordinateur quantique. Donc, c'est des exemples là, des dernières années. Vous avez probablement vu les constructions la construction qui a lieu depuis la fin du mois de juin. Nouveau bâtiment pour l'Institut quantique qui s'en vient dans la prochaine année, donc qui est rattaché au pavillon des sciences et qui s'en vient. À l'intérieur de ce bâtiment-là, il va y avoir un Quantum Fab Lab, donc un lab où les chercheurs vont pouvoir utiliser du matériel qui va être partagé, qui va être commun à plusieurs groupes de recherche, mais des entreprises aussi vont pouvoir utiliser ces appareils-là. Donc, ça, c'est une de nos plateformes techno-quantiques. L'autre plateforme techno-quantique, c'est la plateforme de calcul quantique. Donc, on va du côté théorique de ce côté-là. Et dans la plateforme de calcul quantique, il y a, entre autres, l'espace IBM-Q, donc qui est vraiment le sujet d'aujourd'hui dont on voulait vous parler. L'espace IBM-Q, c'est assez unique comme concept. En fait, c'est définitivement unique au Canada comme c'est le seul. Donc, c'est le 14e hub de programmation quantique de IBM-Q au monde et c'est le premier et le seul au Canada. Donc, c'est ici à Sherbrooke que ça se passe. Qu'est-ce que c'est un espace IBM-Q? En fait, c'est, je vous dirais, à 3 niveaux que ça se passe. Entre autres, il y a l'accès exclusif aux machines IBM-Q les plus avancées. Donc, Jean-Frédéric va revenir là-dessus tantôt, mais vous savez probablement que vous pouvez accéder aux petits ordinateurs quantiques d'IBM sur le web, donc par le IBM-Q Experience. Donc, ça, gratuitement, vous pouvez créer votre compte, vous pouvez aller accéder à ces petits appareils-là. Mais à l'Université de Sherbrooke, on a la chance, par l'espace IBM-Q, d'avoir accès aux plus grosses machines. Donc, vous pouvez, par l'espace IBM-Q, avoir accès aux machines de 20 qubits, 27 qubits, 53, 65 qubits. Donc, 65, c'est la plus grosse machine actuellement, alors que dans la version gratuite, ça va jusqu'à 14, si je ne me trompe pas, les plus grosses machines qui sont accessibles. Donc, au-delà d'un hub de programmation, donc avoir accès aux machines, c'est aussi une communauté. Donc, on veut vraiment
favoriser le partage des savoirs, favoriser les échanges entre les programmeurs, les programmeuses, s'assurer qu'il y ait le plus de partage des connaissances, de partage des bonnes pratiques possibles. Et ça vient aussi avec une portion formation. Donc, on aura la chance de vous en reparler d'ici la fin. Là, on a quelques ateliers qui s'en viennent si vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc, aujourd'hui, on vous le présente dans les grandes lignes, mais le 21 octobre, prochaine date à noter à votre agenda. Donc, pour les portes ouvertes, il y aura déjà des ateliers pour vous lancer là, en programmation quantique. Donc, le Hub s'adresse à la recherche à l'Université de Sherbrooke, mais s'adresse aussi, puis là, tantôt, je parlais Institut quantique parce que c'est une initiative de l'Institut quantique, mais à partir du moment où vous faites partie de l'Université de Sherbrooke, vous pouvez avoir accès à ces machines-là. Jean-Frédéric va vous donner tous les détails tout à l'heure sur comment vous pouvez accéder aux machines. Maintenant, c'est un hub pour la recherche, mais c'est aussi un hub pour les entreprises. Donc, moi, dans mon travail, comme je suis au développement des partenariats, j'ai aussi une grosse portion qui est à l'extérieur de l'université. Donc, je suis pour parler avec plusieurs entreprises actuellement qui sont intéressées à développer leur expertise en programmation quantique. Et les entreprises, ce qu'on entend le plus souvent parler pour vous donner un peu les idées de pourquoi ça peut les intéresser, c'est vraiment au niveau des limites de calcul des superordinateurs, je vous dirais, c'est la raison numéro 1 pourquoi les entreprises actuellement se lancent ou se tournent vers la programmation quantique. Le risque d'être perturbé par les applications quantiques dans un futur approché, je vous dirais un très bon exemple de ça, c'est le secteur financier. Le secteur financier actuellement se lance beaucoup en quantique parce qu'ils voient des possibilités de perturbation de leur secteur, c'est-à-dire que tout ce qui est cryptographie, donc avoir des algorithmes qui sont résistants aux ordinateurs quantiques, mais aussi avoir des modèles qui sont plus performants, être capable de faire des meilleures analyses de risque, de faire des meilleures analyses de détection de fraude, par exemple. Donc, pour le secteur financier, c'est extrêmement important, secteur bancaire. Et je vous dirais, bien évidemment, la position du leadership du premier entrant dans le marché. On est aujourd'hui, par rapport aux ordinateurs quantiques, dans ce qu'on pourrait dire le 1950 de l'ordinateur moderne, c'est-à-dire que les entreprises qui vont se positionner aujourd'hui en quantique seront les leaders dans 50 ans ou dans 70 ans de ce secteur-là d'activité. Donc, je vais passer rapidement sur les avantages des ordinateurs quantiques. C'est la diapo que j'utilise quand je présente aux entreprises. Je pense que vous allez avoir pas mal plus de détails pour vous là, dans les prochaines diapos, dans les prochaines présentations avec Jean-Frédéric et Dave. Donc, essentiellement, actuellement, je vous dirais qu'on se trouve dans la portion gauche de ce graphique-là, c'est-à-dire que les promesses à plus court terme ou à moyen terme des algos quantiques, c'est d'améliorer les vitesses de calcul par rapport aux ordinateurs classiques. Je vous dirais que pour la plupart des algorithmes, on va plutôt parler d'amélioration quadratique des vitesses. Pour certains algorithmes, ça pourrait être des améliorations exponentielles des vitesses de calcul, mais ça reste que, même si c'est quadratique pour plusieurs, ça reste extrêmement intéressant. Éventuellement, quand les ordinateurs seront meilleurs, on pourrait s'attendre à ce que les algos quantiques soient capables de résoudre des problèmes donc, qui sont non possibles à résoudre par des ordinateurs classiques actuels et qui ne seront jamais non plus d'ailleurs. Donc, je vous parlais des différents secteurs. En fait, j'en ai glissé un mot par rapport au secteur bancaire. Les trois grands groupes d'applications en programmation quantique qu'on voit, c'est vraiment en optimisation, en modélisation quantique et en apprentissage machine. Donc, c'est vraiment les trois secteurs de la programmation où on voit le plus de promesses des ordinateurs quantiques. Et vous avez là, sur la droite ici, donc plusieurs détails là, qui sont, donc en optimisation, on peut parler d'analyse de risque, de logistique, de planification, par exemple. En modélisation quantique, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'ordinateur quantique pour modéliser des systèmes qui sont eux-mêmes quantiques, donc les matériaux au niveau subatomique, les simulations moléculaires, donc on peut passer à développer des nouvelles molécules en pharmacologie, par exemple, ou en chimie, et tout ce qui est physique des particules. Donc, modéliser le quantique par un ordinateur quantique. Donc, les promesses à court et moyen terme sont assez grandes de ce côté-là. Évidemment, tout ce qui est apprentissage machine, IA, donc analyse de très grosses bases de données, imagerie, modèles prévisionnels, évidemment, font partie là, de genre d'applications auxquelles on peut penser. Je vous ai mis dans le bas de la diapo ici d'autres applications. Je vous parlais tantôt de cryptographie quantique, de capteurs quantiques. Donc, c'est d'autres secteurs du quantique qui ne sont pas de la programmation quantique, mais qui sont en essor actuellement. Plusieurs entreprises qui se lancent dans ces domaines-là aussi. Mais on va garder, nous ici, là, dans le cadre de l'espace IBMQ, la discussion plutôt au niveau là, de la partie supérieure de la diapo ici, donc vraiment du côté de la programmation quantique.
Des exemples d'entreprises dans différents secteurs qui sont intéressées actuellement, qui ont déjà des projets de recherche. Plusieurs entreprises que vous connaissez, Airbus, Boeing, évidemment, Honeywell, en aéronautique, en manufacturier. Sinon, si on va du côté de la finance, évidemment, Banque de Montréal, Scotia, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, donc des entreprises qu'on connaît. Même chose, ExxonMobil en énergie, BP. Woodside Energy, donc vraiment des entreprises qui sont plutôt du côté minier, exploration aussi. Donc, ça vous donne vraiment un vaste éventail d'entreprises là, qui sont actuellement des joueurs là, dans le secteur. Et ce qu'il faut toujours rappeler, donc ça, c'est la diapo qui est la diapo d'avertissement, je vous dirais. Les ordinateurs quantiques aujourd'hui peuvent pas, pour les entreprises, promettre de bénéfices monétaires demain matin. Donc, on n'est pas en train de vendre une solution qui dirait, bien, si vous investissez en quantique, vous faites de l'argent demain matin. Au contraire, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut se positionner pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, quand les ordinateurs seront résistants aux erreurs. Donc, la première partie ici, c'est vraiment par rapport au hardware. Il faut absolument qu'il y ait plus de développement pour dire qu'on aura des machines qui seront utilisables et performantes. Ceci dit, pourquoi commencer aujourd'hui? Bien, évidemment, c'est pour être prêt quand ça sera le cas. Donc, c'est l'idée. Ensuite de ça, les applications à court terme sont limitées. Le développement d'algorithmes est encore à faire. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement de ce côté-là. Ceci dit, à mesure que les mois passent, je vous dirais, on voit de plus en plus de publications. Le secteur financier est très actif. L'apprentissage machine est extrêmement actif aussi en termes de publications. Il y en a de plus en plus pour nommer ces deux secteurs-là. Donc, il y a vraiment les publications, ça s'accumule, je vous dirais même d'une semaine à l'autre, là, on en voit sortir. C'est super intéressant de voir ce qui se développe de ce côté-là. Et encore une fois, on revient avec la programmation quantique, c'est complexe, c'est basé sur des principes de physique quantique et je dis toujours, il faut reprogrammer les programmeurs, c'est-à-dire que la logique n'est pas la même que la logique des ordinateurs classiques. Donc, il faut repenser notre logique quand on utilise des ordinateurs quantiques. Et ça, c'est vraiment l'expertise. Ça prend du temps, c'est complexe et il faut s'y attaquer dès maintenant si on veut développer cette expertise-là. Donc, à moyen et évidemment qu'à plus long terme, ça devienne réalité. Donc, au-delà de la technologie, l'avantage quantique, c'est le talent. Donc, c'est vous tous qui êtes en train de m'écouter. Si vous êtes intéressés à aller plus loin, bien évidemment, c'est le moment de vous lancer. L'équipe de l'espace IBMQ, donc sur la gauche, vous avez nos deux développeurs en informatique quantique, donc Maxime et Jean-Frédéric qui est ici avec nous. Jean-Frédéric vous parle dans 2 minutes. Moi, je suis au développement des partenariats. Notre collègue Tom à l'animation des communautés, donc à l'orchestration des différents ateliers, entre autres, là, qui s'en viennent, des portes ouvertes aussi là, de l'espace IBMQ du 21 octobre dont je vous parlais tout à l'heure. En résumé, on travaille vraiment sur 3 plans, donc la partie recherche, la partie développement des communautés et l'animation de l'écosystème en quantique et la portion formation. Donc, c'est l'offre, je vous dirais, de l'espace IBMQ. Maintenant, pour la suite des choses, je passe le micro à Jean-Frédéric. Voilà. Et je te passe ça aussi pour tourner les diapos. Parfait. Merci, Ghislain. Alors, bonjour tout le monde. Ben, merci de me donner l'opportunité d'être là aujourd'hui. Je viens d'ailleurs du département d'informatique de l'Université de Sherbrooke. J'ai gradué il y a 5 ans, fait qu'il y en a peut-être dans l'audience qui me connaissent. Sinon aussi, j'ai dans mon background une formation, j'avais une maîtrise préalable en physique. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ces deux aspects-là de ma formation qui m'ont amené là, dans le domaine du développement en informatique quantique. Fait qu'au cours des 15 prochaines minutes, mon objectif, c'est un peu de vous montrer comment on accède au système de IBM à travers le IBMQ Experience. Puis je vais aussi vous montrer 3 petits exemples, vraiment un survol d'applications des algorithmes quantiques en informatique. Donc, d'abord, le IBMQ Experience, c'est quoi? Bien, c'est une plateforme en ligne qui nous permet d'accéder au système de IBM. Fait que c'est aussi un espace de développement. C'est un espace où on trouve des tutoriels sur la programmation quantique. Puis, ça donne accès, là, on peut accéder à des forums de discussion. Puis,
Donc, pour se connecter au IBM Q Experience, c'est aussi simple là, que de se rendre sur l'adresse que vous voyez au bas de l'écran, quantumcomputing.ibm.com, okay? Et de se créer un compte. On a besoin de se créer un compte. Quand on se crée un compte, on a automatiquement l'accès public au IBM Q Experience. Donc, l'accès public nous donne droit de lancer des calculs sur 11 processeurs quantiques qui ont entre 1 et 15 qubits. Étant membre de la communauté de l'Université de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke qui bénéficie du Hub, vous avez aussi la possibilité de devenir membre du Hub, donc IBM Q Sherbrooke. Et tout ce que ça prend, c'est être membre de l'espace du IBM Q Experience, mais d'être membre avec votre adresse U2S. Donc, si vous créez un compte sur IBM Quantum Experience, utilisez votre adresse Université de Sherbrooke. Et ensuite, je vous donnerai les détails là, tout à l'heure. Il y a un formulaire à remplir, tout simplement. Puis, vous pourrez être promu, si on veut, comme membre du IBM Q Sherbrooke. L'interface que vous voyez ici, c'est l'interface d'accueil. Donc, vous voyez que ça, c'est mon compte. On voit que je suis associé au IBM Q Hub à Sherbrooke. Par exemple, vous voyez là, dans la barre de droite là, différents systèmes qui sont en ligne présentement. Vous voyez le système IBM Q Montréal, IBM Q Toronto. Le nombre de qubits associés à chacun de ces systèmes-là et le Quantum Volume, qui est une métrique qui a été développée, là, proposée par IBM pour faire une forme de benchmarking là, des systèmes de calcul quantique. Donc, d'ailleurs, IBM a sorti un papier très récemment dans lequel ils ont atteint un Quantum Volume de 64 avec le système, là, le premier que vous voyez là, tout en haut de la liste, là, le IBM Q Montréal. Bon, une fois qu'on est sur la plateforme, on a accès à ce qui s'appelle le Circuit Composer. Donc, ça, vous y avez accès là, par la barre là, sur la gauche, les onglets sur la gauche. Le Circuit Composer, c'est un outil qui a été développé par IBM pour se familiariser avec la composition de circuits et aussi qui demeure très utile pour le prototypage. Donc, ce que vous voyez sur l'image qui est là, c'est sur la gauche, vous voyez Q0, Q1. Donc, ça, ce sont nos qubits. Donc, présentement, là, le circuit que vous voyez, il utilise 2 qubits. Et pour créer un circuit, tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser des portes. Les portes, c'est ce qui se trouve là, les petits carrés que vous voyez, le H, ensuite les carrés bleu foncé, bleu pâle, puis la série de carrés rouges. Donc, on les glisse sur la portée vis-à-vis des qubits. Puis le circuit, quand il sera exécuté en partant de la gauche vers la droite. Vous pouvez voir ça comme une ligne du temps, OK? Jusqu'au carré gris que vous voyez présentement, qui sont les mesures. Puis ce qui est pratique avec le Circuit Composer, c'est qu'en tout temps, au fur et à mesure où vous ajoutez des portes sur votre circuit, vous voyez les probabilités de mesure là, qui évoluent. Là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vous posent un peu des questions. Là, pourquoi je parle de probabilité de mesure? De quoi il s'agit de portes, de qubits exactement? Malheureusement, je ne pourrais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Par contre, je vous invite fortement à venir à notre Open House là, dont Justin parlait le 21 octobre. Puis on aura des ateliers qui, justement, viendront là, un petit peu motiver toutes les notions là, de physique derrière l'informatique quantique, puis qui viendra peut-être clarifier là, exactement pourquoi on parle d'état, puis de mesure et tout ça. Mais c'est ça. Donc, pour aujourd'hui, je vais devoir passer rapidement sur ces notions-là. Dans le Circuit Composer, vous voyez sur la droite, il y a du code ici. Vous reconnaissez peut-être du code Python. Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute une porte sur notre circuit, le code qui se trouve sur la droite est mis à jour, puis il reflète le circuit qui se trouve dans le Composer. Parce que IBM a aussi développé une interface Python qui nous permet de créer de créer des circuits et puis ensuite de lancer des calculs puis faire l'analyse de données. Donc, si je passe à la diapo suivante. Donc, toujours dans le IBM Q Experience, vous remarquez la même interface. Il y a un onglet qui s'appelle le Quantum Lab. Le Quantum Lab, c'est votre espace de développement. Là-dedans, vous avez finalement accès à des notebooks Jupyter.
dans lesquels vous pouvez écrire votre code Python, lancer vos calculs, analyser vos données. Et tout ça dans l'espace qui vous est réservé là, sur le IBM Q Experience. Fait que ça me permet de faire le pont avec justement l'API Python dont je vous parlais. L'API Python s'appelle Qiskit. Donc, c'est développé par IBM, mais c'est un framework qui est open source. Donc, vous pouvez l'installer tout simplement avec pip. Et puis, Qiskit est composé là, de 4 modules, ou ils appellent ça des éléments. Okay, qui vous permettent d'avoir accès à un ensemble des fonctionnalités. Donc, par exemple, le module Terra, bien, avec le module Terra, c'est un peu ce que vous voyez tout à l'heure dans le Circuit Composer. Là, essentiellement, c'est de créer des circuits, d'ajouter des portes, et puis c'est le module Terra qui vous permet de faire ça. Le module Ignis, c'est pour la caractérisation et la mitigation d'erreurs et de bruit. Ça, c'est important quand on vient évidemment, on vient d'un background de programmation avec des ordinateurs classiques. Et puis, c'est quelque chose avec lequel, des fois, quand on fait nos algorithmes, on n'est pas habitué d'avoir ce réflexe-là, mais qui est très présent avec les ordinateurs quantiques présentement. C'est-à-dire que les qubits avec lesquels on travaille ne sont pas des qubits, c'est pas idéal. Okay? Il y a beaucoup de bruit qui les caractérise. Il y a de la décohérence. Il y a aussi les portes qu'on applique. Ce sont des ondes électromagnétiques qu'on envoie sur les qubits. Sur les qubits. Et bien, ça, c'est pas parfait, ces signaux-là. Les lectures ne sont pas parfaites non plus. Ce qui fait que les circuits quantiques présentement, quand on fait des mesures, bien, on a un bruit qui est fort dans la mesure. Donc, il y a des outils pour faire de la mitigation d'erreurs. Aqua, c'est le module qui contient toutes les librairies d'algorithmes haut niveau. Donc, si vous êtes intéressé rapidement à vous lancer sur un problème d'optimisation, de finance, de chimie ou d'IA, donc vous avez l'ensemble de données, puis tout ce qui vous intéresse, c'est de tester un algorithme existant sur des données ou un problème qui vous intéresse, bien, c'est une bonne porte d'entrée. Donc, les algorithmes sont déjà implémentés et puis prêts à être utilisés. Puis, il y a beaucoup d'exemples aussi qui vous montrent comment les utiliser. Puis, finalement, le module R, ben, c'est celui qui contient, là, dans le fond, il y a des simulateurs qui sont fournis dans Qiskit parce que c'est bien lancer les calculs sur les ordinateurs réels, les systèmes quantiques réels, mais souvent, que ce soit à l'étape du prototypage, ou pour développer des algorithmes, des fois, qui peuvent utiliser beaucoup de qubits, des fois, ou beaucoup de portes. Des fois, pour développer l'algorithme, c'est utile d'avoir un simulateur qui, si on veut, qui simule un qubit parfait. Pour toutes ces raisons-là, les simulateurs sont bien utiles. Puis c'est le module R qui vous permet de faire ça. Je vais donc passer maintenant à 3 petits exemples. Donc, Ghislain vous a parlé tout à l'heure de 3 secteurs dans lesquels il y a beaucoup de... Le développement en informatique quantique qui est concentré présentement. Je voulais vous donner 3 petits exemples, juste pour illustrer... c'est plus des exemples jouets, franchement, dans ces cas-là, mais pour vous illustrer comment on peut utiliser l'ordinateur quantique pour des problèmes réels. Donc, d'abord, l'optimisation. Le problème du voyageur de commerce, c'est quelque chose que vous connaissez probablement bien, hein, c'est le traveling salesman. Donc, c'est un problème d'optimisation dans lequel on cherche à trouver le trajet qui va nous permettre de traverser tous les points d'un graphe avec la plus courte distance. Donc, comme toujours, quand on veut aborder un problème, on doit commencer à trouver une représentation mathématique de ce problème-là. Okay. Donc, par exemple, ici, pour le problème du voyageur de commerce, bien, on aurait une matrice dont les éléments représenteraient la distance entre tous les points de notre graphe. Par exemple, ici, là, vous voyez WIJ, ça représente l'élément, la distance entre le point I et le point J. De la même façon, on aurait une matrice X qui représente à quelle
endroit on se trouve à un certain temps t. Donc, l'élément xit signifie qu'au temps t, je suis à la position i, okay? S'il est à 1. Donc, un trajet, okay, ça sera, vous voyez là, il est représenté par la somme sur les i, j et t du produit. Okay? Puis les deux x qui sont là, ben ça va être non nul si et seulement si, au temps t, j'étais à l'opposition i, et au temps t plus 1, j'étais à la position j. Je me suis donc déplacé de i à j entre le temps t et t plus 1. Puis finalement, ben, si on veut avoir le coût de notre trajet, ben, on va glisser là, notre élément de matrice qui représentait la distance entre l'élément I et J. Okay? Donc ça nous donne le coût du trajet. Fait que ça, on a formulé notre problème, puis on veut le soumettre à des contraintes. Okay? Donc, la première contrainte, on va vouloir qu'on soit à un et un seul endroit à la fois. Si ce n'est pas le cas, on veut amener une pénalité, okay? Parce qu'ultimement, ça va être un problème d'optimisation. On va chercher qu'est-ce qui minimise notre fonction. Donc, pour minimiser notre fonction, si je prends un temps précis, je me trouve à fixer une colonne sur la petite matrice que j'ai faite à gauche, là. Bien, ça va être minimum s'il y a seulement un élément dans cette colonne-là, pour un temps donné, qui est 1 et tout le reste est 0. Okay? Parce qu'à ce moment-là, 1 moins, okay, on va avoir un élément 0. Puis, on va avoir une pénalité si jamais je suis à nulle part à cet endroit-là ou encore si je suis à plusieurs endroits. De la même façon, on veut visiter chaque endroit une seule fois. Donc ici, on fixe un endroit, donc une ligne, et puis là, on va vouloir être à un et un seul endroit. On va vouloir être à cet endroit-là à un et un seul moment. Okay. Et là, une fois qu'on a tout créé notre fonction comme ça, on veut la minimiser. Donc, comment on la minimise avec un ordinateur quantique? Okay. Vous voyez ici un exemple d'un circuit. Ce circuit-là compte 4 qubits. Toutes les petits carrés mauves représentent des portes qu'on a mis, mais chacune de ces portes-là a un paramètre. Okay. Donc, la porte, c'est une certaine rotation qu'on applique à notre qubit. Et puis, de combien de degrés, si vous voulez, on fait cette rotation-là? Bien, ça, c'est un paramètre. Et on va chercher l'ensemble de paramètres qui vient minimiser notre fonction. Donc, ici, on parle d'algorithme hybride parce qu'il y a une partie qui va se passer sur l'ordinateur quantique, puis une partie sur l'ordinateur classique. Donc, la partie sur l'ordinateur quantique, c'est vraiment l'évaluation de notre fonction pour un circuit donné. Okay? Et ensuite, une fois qu'on a évalué ça, bien, on va rouler la partie d'optimisation, donc de mettre à jour les paramètres pour minimiser l'énergie, pour minimiser le retour de notre fonction, si vous voulez. Là, c'est souvent un terme qu'on va parler d'énergie ici, mais c'est seulement un abus de langage, peut-être. Puis les algorithmes qui existent, là, qui sont présentement, pour lesquels il y a beaucoup de recherches qui se fait, ce sont par exemple VQE puis QAOA, mais il existe là, une famille d'algorithmes de ce type-là pour des problèmes d'optimisation. Je passe rapidement au prochain domaine dans lequel il y a beaucoup de développement, c'est celui de la modélisation quantique. Modélisation quantique, on parle de modélisation de molécules, modélisation de matériaux. Okay? Et puis, il y a Richard Feynman, au début des années 80, un grand physicien, qui disait que pour simuler la nature, on aurait besoin un jour d'un ordinateur quantique parce que la nature, elle est intrinsèquement quantique. Donc, simuler la nature avec un ordinateur classique, ça demande beaucoup de ressources, puis on est limité dans la taille des systèmes qu'on peut simuler. L'ordinateur quantique, lui, ouvre la porte à simuler des systèmes qu'on ne peut pas atteindre avec un ordinateur classique. D'ailleurs, tout récemment, il y a Google qui a... Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'est pas capable de simuler une molécule de H12 avec un ordinateur classique, mais qui a fait un avancement important en termes de simulation d'une molécule avec un ordinateur quantique,
Donc, ça a été publié là, en août dernier dans Science. Google a simulé une molécule d'hydrogène contenant 12 atomes d'hydrogène, une chaîne de 12 atomes d'hydrogène, avec un ordinateur quantique. Donc, pour faire ça, bien, vous voyez, la méthode est similaire à celle que je viens de vous décrire pour l'optimisation, c'est-à-dire qu'ils ont implémenté un circuit qui est paramétré. Et en faisant varier ces paramètres-là, on a une partie optimisation qui se fait sur un ordinateur classique, mais pour la partie évaluation de l'énergie du système, ça se fait sur, donc du système, je parle ici de la molécule d'hydrogène. Donc, pour évaluer l'énergie de la molécule d'hydrogène, ça se fait sur l'ordinateur quantique. Et on cherche à minimiser cette énergie-là parce qu'on recherche l'état fondamental de la molécule d'hydrogène. Ce que vous voyez, c'est leur résultat, les 3 petits graphiques tout en bas. Ce qui est intéressant, c'est que les points en jaune, ceux qui sont le plus loin de la courbe, finalement, la courbe théorique, okay, les points en jaune, ce sont les valeurs obtenues avec c'était l'algorithme le même que celui que vous voyez dans l'optimisation, VQE. Mais le défi, comme je vous disais, avec les ordinateurs quantiques présentement, c'est les erreurs. Donc, de se trouver des stratégies pour faire la mitigation d'erreurs. Et leur contribution importante, c'est d'avoir été capable, là, par différentes stratégies, là, de venir épouser vraiment la courbe théorique pour les différentes molécules là, de 8 à 12 hydrogène. Puis finalement, la dernière petite application dont je voulais vous parler, je dis petite, mais elle prend vraiment beaucoup de place dans le domaine de la recherche présentement en informatique quantique. C'est tout ce qui est apprentissage machine IA. Okay? Et je vous donne un exemple ici. C'est possible de créer des réseaux de neurones dans lesquels la couche cachée est représentée par un circuit qui serait modélisé avec Qiskit. Donc, par exemple, comme vous pouvez voir ici, on a un petit réseau très simple dans lequel le output de notre première layer, ce sont des paramètres qu'on va utiliser dans les portes qu'on applique sur les qubits de notre circuit dans notre couche cachée, si vous voulez. Et le output de cette couche cachée-là, on l'obtient en faisant la mesure de nos qubits. Et cette mesure-là, donc l'output est ensuite passé, dans ce cas-ci, à la dernière couche de notre réseau de neurones. Fait qu'avec ça, d'ailleurs, si vous allez voir dans le Qiskit textbook, il y a un petit exemple qui vous permet, c'est de là qu'est tiré le graphique que vous voyez en bas à droite. C'est un graphique où est-ce qu'on entraîne un réseau à reconnaître les caractères 0 et 1 du MNIST dataset. Okay? Fait que vous pouvez voir que ça converge bien. Ce qui est important ici à noter, c'est que bien que ça converge bien, ça convergerait encore mieux s'il n'y avait pas la couche de neurones quantiques, si vous voulez. Là. Okay? Mais il y a quand même un apprentissage qui est fait ici. Puis, ce n'est pas évident à ce moment-là quel est l'avantage. Pourquoi on irait mettre des qubits dans une couche cachée d'un réseau de neurones? Bien, c'est parce que la nature quantique fait en sorte qu'on a accès à des états de la matière qui ne sont pas accessibles avec des calculs classiques. Puis je pense ici, par exemple, à l'intrication. Et si on est capable d'intriquer des qubits entre eux, bien, peut-être qu'on serait capable de développer des réseaux de neurones qui auraient des capacités qu'on ne pourrait jamais obtenir avec un réseau de neurones purement classique. Fait que c'est ça qui stimule présentement beaucoup de recherches, puis qui laisse place à plein d'expériences puis de tentatives pour voir comment on serait capable de tirer le maximum de ces technologies-là. Fait que moi, ça termine la partie d'application ici pour l'informatique quantique, mais je passerai maintenant la parole à Dave. Fait que Dave, si tu veux, je peux continuer à changer les diapos pour toi? Oui, garde le contrôle de l'écran. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Donc, bonjour tout le monde. Bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente, Dave Touchette. Je suis
professeur adjoint au département d'informatique et membre de l'Institut quantique. Et ma recherche focus principalement sur divers aspects informatiques, mathématiques de l'informatique quantique, du calcul quantique. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je vais faire une très brève introduction au calcul quantique. Donc, d'un point de vue sa complexité, qu'est-ce que, d'un point de vue informatique, on peut espérer aller chercher comme avantage avec les ordinateurs quantiques, là. Donc, je vais commencer en parlant vraiment de manière générale, qu'est-ce qu'un problème calculatoire qu'on pourrait espérer résoudre avec un ordinateur quantique, justement, là. Donc, de manière très générale, très simplifiée, un calculatoire, mais on pense à une instance X pour un certain problème, puis on veut calculer une fonction F sur cette entrée-là X et produire en sortie la valeur F, de la fonction F évaluée à l'entrée X, là. Donc, on ne veut pas seulement calculer cette fonction-là sur l'entrée X, mais on voudrait aussi faire ça efficacement. On ne veut pas que ça nous prenne un siècle obtenir produire cette valeur-là en sortie. Donc, ça prend quelques minutes, quelques secondes, des millisecondes. On veut que ça soit fait de manière efficace. Donc, quand est-ce que c'est qu'on quantifie efficacement ici? Mais allons voir quelques exemples justement de problèmes calculatoires là, avec lesquels on est familier. Donc, tout d'abord, pensons au problème de la multiplication, là, où est-ce qu'on nous a donné en entrée deux grands entiers, disons x et y, et on veut calculer leur produit n, donc x fois y. Là. Okay. Et bon, on a tous vu, lorsqu'on est au primaire, un algorithme papier-crayon efficace qui prend, exemple ici, des entiers de longueur L chiffre, pour un certain grand nombre L, et qui va nous produire la sortie ici avec un nombre d'opérations de base de grandeur d'ordre L carré. Là. Donc, ici, il est capable de faire ça en temps polynomial dans la longueur de l'entrée. C'est ce qu'on considère comme étant efficace en termes de théorie du calcul. Là. Donc, la notion d'efficacité ici va être calculée en termes de qu'est-ce qu'on peut produire comme sortie en temps polynomial dans la longueur des instances en entrée. Là. Et pour la multiplication, ça se fait bien, de manière polynomiale, mais pour le problème inverse, donc si à la place, on est donné en entrée un entier n qui est le produit de deux grands nombres x et y, on devrait retrouver le facteur, disons, x de n. Et si on essaie de... Oh, pardon. Et ce problème-là, malgré des siècles d'efforts pour essayer de trouver une solution classique, efficace, une solution algorithmique, on ne sait toujours pas comment le faire en temps polynomial. Là. Donc, peu importe si on essaie de résoudre ça avec un ordinateur moderne, avec un mainframe dédié ou même avec un calculateur mécanique, okay, on ne sait pas comment faire ça de manière plus efficace qu'en temps exponentiel dans la longueur de l'entrée n. Donc, je passerai à la prochaine slide. Fred, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, quand on parle de complexité des tâches informatiques, mais il y a différentes mesures de complexité qu'on pourrait avoir en tête. Souvent, on parle en termes d'opération, donc en termes de temps. Ça pourrait être aussi la mémoire qu'on a besoin d'utiliser pour résoudre des problèmes, donc l'espace, et ainsi de suite. Et donc, la difficulté des problèmes va être catégorisée selon cette complexité-là, justement. Et quand on parle de problèmes qu'on peut résoudre efficacement, donc on a ici dans le terme de Verne ici, les problèmes pour lesquels on considère avoir une solution efficace, c'est la classe P ici au milieu. Ensuite, dans le fond, multiplier, ça serait un problème dans P ici. Ensuite, on peut avoir des problèmes pour lesquels on ne connaît pas nécessairement une solution efficace pour trouver la réponse, mais pour lesquels on peut vérifier une solution de manière efficace. Donc ça, c'est la classe qu'on appellerait NP ici, pour laquelle on a une manière efficace de vérifier une solution possible, qui nous serait donnée par quelqu'un d'autre. Donc le problème de factorisation, c'est le cas ici. Là. Donc, si quelqu'un nous dit ce nombre x-là est un facteur de n, on peut vérifier est-ce que cette personne-là est en train d'essayer de nous passer un mauvais x ou si ce x-là est bel et bien un facteur. Ça se fait en temps polynomial, donc efficacement. Et ensuite, on peut aller dans des notions de calcul de plus en plus grosses, donc espace polynomial ou temps exponentiel, et ainsi de suite. Mais toutes ces notions-là ici, de problèmes-là, ces classes de problèmes-là, sont associées à des calculateurs classiques.
qui est donc utilisant les lois qu'on est habitué de travailler avec, là, donc les ordinateurs modernes ou même comment la vie de tous les jours est régie. Mais on pourrait se demander si, pour résoudre ces problèmes-là, donc avec des entrées classiques X, calculer des fonctions standards F, qu'est-ce qui arrive si plutôt que d'utiliser juste les lois, dans le fond, standard, on se permettrait d'utiliser ce qui se passe au niveau microscopique dans le monde atomique, donc la théorie quantique. Et, dans le fond, si on passe à la prochaine slide, on obtiendrait donc la classe de problème qu'on appellerait résoluble en temps efficace polynomial, donc, mais quantique, avec un nombre d'opérations quantiques polynomiales. Et c'est BQP ici. Donc, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de manière efficace avec ces ordinateurs quantiques-là, mais il y a des problèmes pour lesquels on ne sait pas trouver une solution efficace classique, mais pour lesquels on a une solution quantique efficace, en particulier pour ce problème de factorisation-là. Il y a un algo quantique connu qui roule en temps polynomial quantique qui résoudrait factorisation. Si on passe à la prochaine slide. Donc, qu'est-ce que l'informatique quantique, le calcul quantique? Mais c'est, comme on disait, un modèle de calcul qui est basé sur les lois régissant le monde atomique, dans lequel il se passe des choses complètement contre-intuitives. Donc, les règles résistant à ce niveau-là sont complètement différentes de ce qu'on est habitué dans la vie de tous les jours. Et en particulier, plutôt que de faire du calcul sur une seule chaîne de bits à la fois, mais ça nous permet de faire une espèce de calcul, entre parenthèses, en guillemets, de manière parallèle sur plusieurs chaînes de bits à la fois. Donc, l'objet de base ici est une espèce de vecteur sur une chaîne de bits, sur lesquels on calcule en parallèle sur toutes les chaînes de bits possibles. Mais on pourrait réussir à fine-tuner nos algorithmes quantiques pour être capable d'extraire l'information qu'on veut. On n'est pas capable de calculer vraiment en parallèle et obtenir les solutions en parallèle sur toutes ces chaînes de bits-là. Lorsqu'on essaie d'obtenir de l'information, ça vient perturber l'état de notre calcul. Donc, c'est vraiment une question de venir fine-tuner les algorithmes. On n'a pas un calcul parallèle parfait en quelque sorte. Il faut venir fine-tuner l'interaction entre tous ces calculs parallèles-là qui sont faits. Et pour certains problèmes, ça fonctionne bien. Exemple, l'algorithme de factorisation qu'on parlait ici qui semble offrir un avantage exponentiel sur ce qu'on peut faire classiquement, du moins sur le meilleur algo classique connu. En termes de calcul, on a un avantage ici. Dans d'autres domaines aussi, comme tu as mentionné tantôt, il me semble, c'est ça, comme en communication quantique, donc distribution de clés pour sécuriser le transfert d'informations sur Internet. Le quantique peut aussi nous offrir des avantages. Par exemple, avec le protocole de Bennett et Brassard 384. Ici, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire en termes de calcul. Puis comme ça a été mentionné plus tôt, on a d'autres avantages quantiques possibles pour simulation du monde physique, optimisation et ainsi de suite. Là. Donc, je passerai à la prochaine slide, s'il te plaît, Jean-Éric. Mais je vois que le temps file. Je vais commencer à wrapper up tout de suite. Donc, un autre type de problème pour lequel on a un avantage quantique, c'est pour faire de la recherche non structurée. Puis ici, on peut avoir vraiment des algorithmes très, très basiques ici. Donc, peut-être un certain type de projet qui serait possible et intéressant d'implémenter sur dans cet environnement IBM-Q-là. Ce serait ce type d'algorithme-là. Il y a des petites instances possibles pour lesquelles on peut obtenir des avantages quantiques. Je passerai à la prochaine slide, s'il te plaît. Il y a aussi une version distribuée de ce problème-là. Donc, je n'entrerai pas dans les détails ici, vu qu'il est déjà quasiment 20. Je passerai à la dernière slide, s'il te plaît. Mais en gros, c'est ça, on peut penser à une espèce de... Un peu comme pour un circuit classique dans un ordinateur moderne, qui a un certain layout deux-dimensionnel. C'est la même chose aussi pour les ordinateurs quantiques. Là. Les bits quantiques sont une espèce de layout, si vous voulez, du moins virtuellement, penser du dimensionnel, puis l'interaction entre les qubits se passe entre des qubits adjacents sur ce layout-là. Puis on peut penser à une espèce de séparation de votre ordinateur ici, où est-ce qu'on séparerait en une partie gauche qui aurait l'entrée pour un certain problème distribué, disons X, la partie droite pour l'entrée, l'autre entrée du problème distribué. Et donc, on peut aussi compter la communication entre ces diverses parties-là. C'est le genre de recherche qui m'intéresse beaucoup et pour laquelle, c'est ça, on pourrait faire certains projets sur les ordinateurs d'espace IBM-Q en lien avec ça. Donc, je te repasserai, Jean-Frédéric, le micro pour le mot de la fin. Oui, parfait. Merci, Dave.
Donc, en conclusion, il y a quelques ressources que je vous recommande si vous êtes intéressé à expérimenter avec la programmation quantique et avec Qiskit. Donc, il y a le Qiskit Textbooks. L'URL est là, mais c'est très simple. Vous tapez Qiskit Textbook, puis vous allez tomber dessus immédiatement. Donc, ça inclut un ensemble d'algorithmes classiques là, en programmation quantique, ainsi que certaines expériences là, comme en optimisation, en IA ou encore en simulation. Merci. Ensuite, je vous encourage à vous inscrire sur le IBMQ Experience, puis je vous encourage à le faire avec votre adresse de l'Université de Sherbrooke. Une fois que c'est fait, envoyez-moi un courriel. Vous voyez mon courriel ici directement, puis je vous ferai parvenir un formulaire. C'est très simple, vous remplissez le formulaire, puis ça vous permettra, là, une fois que le formulaire a été rempli, moi, je peux vous ajouter comme membre du Hub de Sherbrooke, qui vous donnera accès aux plus grosses machines de IBM. Puis finalement, je vous encourage fortement. Quelles sont les prochaines étapes? Bon, oui, s'inscrire et expérimenter avec IBMQ Experience. Pour les étudiants qui sont en fin de bac dans l'audience présentement, j'espère qu'il n'est pas trop tard, j'imagine que vous êtes en train de réfléchir au projet de fin de bac, peut-être pour janvier. Donc, s'il y en a qui sont curieux, qui aimeraient ça, qui envisagent peut-être pouvoir utiliser un ordinateur quantique pour leur projet de fin de bac, je pense qu'il y a des belles choses qui sont à faire. Puis évidemment, des projets de recherche, si vous terminez votre bac, vous en allez en études graduées, ou si présentement vous êtes un étudiant gradué ou encore un professeur, nous, ici à l'espace IBMQ, on est là pour supporter la recherche, puis on est extrêmement intéressé à entendre parler de vos projets, puis on va pouvoir vous soutenir là, dans vos recherches. Fait que je termine en vous réinvitant à l'Open House qui va avoir lieu le 21 octobre. Je pourrais faire parvenir, Aïda, notre dépliant d'invitation pour l'Open House. Puis, c'est ouvert à tous. Il y aura entre autres les 2 ateliers dont je parlais d'introduction à la programmation quantique puis à l'informatique quantique là, qui donneront un peu de contexte. Fait que je vais conclure sur ça. Je remercie Ghislain aussi, qui est toujours présent avec moi. Puis, je sais qu'on est serré. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Oui, on a le temps pour des questions. Merci pour cette présentation qui était très intéressante et très claire. Ça ouvre de nombreuses possibilités. Est-ce qu'on a des questions, s'il vous plaît? Donc, je rappelle que la présentation est enregistrée. Donc, vous pouvez activer votre vidéo et votre micro ou juste votre micro comme vous le souhaitez. Pas de questions. Alors, je vais commencer. Peut-être que ça va délier les langues pour suivre. Moi, j'ai une question vraiment pratique là, dans le sens où, par exemple, quand on utilise les serveurs, par exemple, de Calcul Canada, et que l'on veut utiliser ces serveurs-là pour faire des calculs, on a accès à on peut discuter avec des spécialistes, des programmeurs qui vont nous aider, par exemple, une fois qu'on a notre programme, à savoir comment le modifier pour lancer nos calculs sur le serveur. Est-ce qu'on a ces mêmes services-là avec le hub IBMQ Sherbrooke? Est-ce que c'est Jean-Frédéric, par exemple, ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a de l'aide, en fait, pour pouvoir l'utiliser? Exactement. On est 2 développeurs ici, donc il y a moi-même puis il y a Maxime Dion. Donc, on est 2 développeurs, puis c'est notre rôle, effectivement, de vous aider dans le design puis des algorithmes. Évidemment, Maxime et moi, on est comment je pourrais dire, encore en train de se former aussi dans cette tâche-là, mais par contre, on a, nous, accès aux gens chez IBM qui peuvent aussi venir nous appuyer. Fait que c'est notre rôle d'offrir ce support-là. Puis nous, on est en mesure, là, si jamais, compte tenu de nos compétences actuelles qui sont en développement, si jamais c'est nécessaire, on peut aller chercher de l'aide auprès des experts chez IBM.
Puis dans ce sens-là, si jamais il y avait des sujets récurrents, c'est-à-dire que si plusieurs personnes expérimentent des difficultés dans un certain domaine ou dans certaines actions par rapport aux ordinateurs quantiques, il y aurait moyen de monter des ateliers, donc soit donnés par Jean-Frédéric ou Maxime, mais sinon aussi appuyés par IBM. Donc, c'est pas juste pour des questions précises, mais plus largement, si on dit, OK, on veut pousser, par exemple, je veux dire n'importe quoi, mais en apprentissage machine, il y aurait moyen d'aller chercher des ateliers plus complets, spécifiquement en apprentissage machine. Un des bons exemples, aux portes ouvertes, vous allez voir là, dans l'invitation que vous allez recevoir, il y a un atelier en optimisation qui va être donné, je vous dirais niveau intermédiaire. Donc, il va y avoir 2 ateliers. Enfin, il va y avoir un atelier d'introduction, donc qui va inclure la partie plus physique, la partie lancer les premiers circuits quantiques. Ensuite de ça, il va y avoir dans l'après-midi un atelier intermédiaire. On a un spécialiste en finance, je vous dirais, donc qui vient de l'Europe, qui va venir donner cet atelier-là, qui va porter principalement sur l'optimisation, mais probablement qu'il y aura des exemples de finance comme ça reste son domaine. Mais ça, c'est pour donner un exemple, en fait, de ce qui est possible. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? J'ai mis une question dans le chat. Je ne sais pas si vous aviez vu. Alors, la question, oui, est-ce que vous la voyez dans le chat d'Étienne? Est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des cours à option disponibles aux étudiants du bac en informatique quantique? Dave? Oui, je peux répondre ici. Donc, déjà en ce moment, on a un bloc du cours de théorie du calcul qui va se donner à l'hiver, qui discute du calcul quantique. Là. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre, il y a si vous voulez, 6 blocs du cours de théorie du calcul qui discute justement des algorithmes de base en calcul quantique. Là. Donc, IFT 511, si je me rappelle bien. 503. Puis, en complément... Oui, vas-y, Dave, termine. Donc, je pense que c'est Michael qui me corrigeait là, pour le bon numéro. ça terminait la remarque. Là. OK. Puis peut-être en complément d'information, nous, de notre côté, on est en train d'intéresser des étudiants du cégep qui sont en fait principalement dans le programme de Sciences Maths Info à utiliser les ordinateurs quantiques d'IBM. Donc, on a pour l'instant, c'est 4 cégeps qu'on va aller visiter là, dans les prochaines semaines pour intéresser les jeunes, je vous dirais, dès le niveau cégep. Donc, éventuellement, qui arriveront dans le département aussi, puis qui auront probablement de plus en plus de questions. Ce qui est intéressant avec l'espace IBMQ, c'est que ça donne les outils à l'Université de Sherbrooke. En fait, encore une fois, des outils qui sont assez uniques. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, ça vaut vraiment la peine. Bien, merci. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ou directement à l'audio? J'aurais peut-être une question. Oui, allez-y. En fait, j'ai plusieurs problèmes. Je travaille présentement en imagerie médicale et on fait souvent la recherche du plus proche voisin avec une distance plutôt complexe. Puis je sais que c'est des méthodes qui sont souvent similaires à l'algorithme d'Euclide que vous avez comme mentionné de PGCD pour trouver le plus grand dénominateur commun. Je crois que c'est un problème qui est souvent donné comme exemple. Je connais pas du tout l'informatique quantique ni les algorithmes, mais je sais que c'est un problème. En fait, c'est la réduction de Voronoi qui est très similaire à ça, mais dans le fond, dans plusieurs dimensions. Donc, je ne sais pas si vous étiez commun et si quelqu'un pourrait me diriger à peut-être voir s'il y aurait des applications possibles en lien avec ce type d'algorithme. Oui. Dave, toi, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça en lien avec le period finding que tu présentais ou Ouais, bonne question. Je ne sais pas si ce serait period finding ici qui pourrait s'appliquer. Il faudrait voir le problème plus en détail. Sinon, il y a aussi des espèces de sparse linear solver aussi qui sont beaucoup utilisés en côté optimisation de machine learning qui pourrait peut-être s'appliquer ici. C'est ce que je verrais peut-être a priori. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre que tu avais en tête qui pourrait peut-être... Non, mais écoute... Sinon, les Quantum Fourier Transform, peut-être, je ne sais pas. Ça dépendrait vraiment, c'est ça.
Écoute, Étienne, si je ne pourrais pas te répondre à ta question à chaud comme ça. Par contre, si moi, ça m'intéresserait si tu peux m'envoyer un courriel, puis je pourrais peut-être te revenir là-dessus avec plus de détails. C'est ça que je t'inviterai à faire pour l'instant. Parfait. J'ai envoyé comme le email avec justement un peu plus de détails sur le type de problème. Peut-être que tu aurais une piste. Merci beaucoup. Oui. Ouais, ben, puis peut-être pour compléter aussi, on est en train de travailler avec le MILA à Montréal, donc en intelligence artificielle, eux, de leur côté, à monter des ateliers aussi. Là, ça fait qu'il y aura peut-être des liens à faire de ce côté-là, là, si jamais c'est pertinent pour ce type de problème-là, là, quand Jean-Frédéric aura pu analyser ça. Là. Si c'est pertinent, il y aura peut-être moyen de mettre en contact aussi, puis d'utiliser de toute façon un travail qu'on est en train de faire là, de montage de ces ateliers-là. Là. Ça fait que, Merci. On est rendu à 13h30. Peut-être qu'on peut prendre rapidement une dernière question. Sinon, ben, je vous invite. Ah, y a-t-il quelqu'un qui... Je veux savoir, mettons, pour les étudiants juste en informatique, c'est quand même disponible, même si on n'a pas de background de physique, à part des cours de cégep, c'est quand même disponible à l'apprentissage ou comme Jean-Frédéric, tu disais, tu avais fait une maîtrise en physique avant, mais faut-tu faire ça pour commencer l'informatique quantique ou pas du tout? Non, c'est ça. Je te dirais pas du tout. Puis d'ailleurs, je pense que je vais passer vite là-dessus dans les ressources à la fin, là, mais cet été, j'ai participé à un Qiskit Summer School. Okay? Ça a été organisé par IBM. Et puis, l'emphase était vraiment là-dessus. C'est que présentement, en informatique quantique, tout est à faire et il n'y a pas personne qui a eu une formation là, vraiment en informatique quantique. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire comme domaine. Puis les gens amènent des contributions en provenant d'un background de physique, en provenant d'un background d'informatique. Puis c'est vraiment la mise en commun de tout ça qui développe le domaine de l'informatique quantique présentement. Fait que moi, je pense que c'est pas un domaine qui est réservé aux gens de physique, pas du tout. Mais puis pour certains aspects avec lesquels tu pourrais moins te sentir à l'aise parce que tu n'as pas le background de physique, ben dis-toi qu'il y a des gens qui ont un background de physique qui se sentiraient moins à l'aise sur certains autres aspects qui sont importants dans le domaine de l'informatique quantique. Mais avec lesquels toi, tu pourrais être plus à l'aise. Donc, c'est vraiment un milieu multidisciplinaire, puis qui se développe rapidement vraiment de façon là, en collaboration. Fait que c'est ça. Puis il y a beaucoup de... La communauté est assez ouverte, puis prête à aider, puis donner des... Fait que c'est vraiment ouvert à tous. Cool, merci. Bien, on va vous remercier à nouveau pour la présentation qui était vraiment intéressante et puis très claire. Donc, pour tout le monde, donc si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions donc aux orateurs. Puis également, la vidéo sera disponible en ligne pour que vous puissiez la visionner. Et donc, je rappelle les portes ouvertes donc, à l'Institut Quantique qui auront lieu, c'est le 21 octobre, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc merci à nouveau et puis à bientôt. Merci à tous. merci beaucoup. Merci beaucoup.